Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très content de vous présenter ce travail d'équipe sur lequel on a travaillé. Alors, je l'ai réalisé, mais je ne suis pas tout seul. On est nombreux au Web Institute à travailler sur ces sujets d'actualité, notamment avec Emmanuel Vivier, Vincent Ducret, aussi Lauréat Nomon, aussi, qui est en charge de l'ABU des Insights, avec qui on travaille sur tous ces sujets. Je travaille comme expert analyste au sein du Hub Institute. On aborde des sujets d'actualité sur nos verticales qui sont la RSE, le retail, la mobilité aussi en fait partie. On a plein d'autres sujets qu'on traite au long de l'année et on va dire que la verticale majeure sur nos sujets reste aussi les nouvelles technologies pour essayer de mieux comprendre le monde dans lequel elles s'insèrent et comment elles s'intègrent au sein de la société. Aujourd'hui, en ce qui concerne la mobilité autonome, je voulais en parler sur 3 pans différents, qui sont d'abord les enjeux actuels, les débuts aussi, savoir d'où ce sujet provient, comprendre plus concrètement aussi quelles en sont les applications aujourd'hui au sein des sociétés, des municipalités, des villes, et aussi voir un peu le cadre réglementaire et sociétal pour voir qu'est-ce qui est possible aujourd'hui et qu'est-ce qui ne l'est pas. Dans un premier temps, ce qui est intéressant avec ce sujet, c'est de voir que en fait, c'est pas un sujet qui est vraiment très nouveau. Ça date depuis les années 80 déjà, où on a des premiers tests, des premières recherches qui sont effectuées par des universités américaines. On le voit aussi avec des concours, où là, c'est vraiment des véhicules autonomes qui sont mis en course pour essayer de voir qui va le plus vite, mais aussi surtout lesquels vont être les plus autonomes sur des distances assez longues. Comme beaucoup de nouvelles technologies assez disruptives, on voit que c'est l'armée américaine aussi qui prend le sujet en main, notamment avec le DARPA Grand Challenge qui a été mené avec le Pentagone. Et dans l'histoire de la mobilité autonome, on voit aussi qu'il y a des acteurs, des gros acteurs comme Google avec Alphabet qui développe Waymo. Dans ce cadre-là, on voit que c'est un peu la première phase de massification des recherches et de développement opérationnel de la mobilité autonome. Et par la suite, on voit un marché qui se développe à l'international aussi, en Chine notamment. On verra par la suite aussi qui sont les acteurs chinois. Et par la suite, on voit aussi de nouveaux acteurs qui émergent comme Cruise avec General Motors, mais aussi Tesla qui se positionne sur le sujet, notamment avec leur technologie full self-driving. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas vraiment, cette technologie-là, elle est mise en opposition avec la technologie LiDAR qui est mise en place au sein des véhicules. En fait, la technologie LiDAR, pour faire simple, c'est une technologie de capteurs de lumière qui permettent de capter la distance entre un point A et un point B pour pouvoir transmettre de l'information au véhicule, pour faire simple. Et la technologie full self-driving, c'est une technologie qui, elle, va se baser sur des capteurs caméra d'analyse via l'IA générative. Et en fait, qui est beaucoup plus rapide aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a un sujet technologique sur ce sujet. Et on voit la mobilité autonome aujourd'hui, c'est un sujet qui se développe dans plein de secteurs, mais aussi dans le divertissement notamment. Je vous laisse constater. Our journey begins where fear ends. Driven by one goal, to race on the edge of possible. Made to learn from the best. We try, fail, and try again. Fueled by the power of AI, surpassing our own limits to become faster, better, and safer. We steer as if our lives hang in the balance, because this time, coders are conquering the racetrack and taking the wheel of the future. And the future begins now. Join us on the 27th of April at the iconic Yas Marina Circuit. Be part of the history. Register for your free tickets at a2rl.io. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire en mai 2025, vous pouvez aussi aller voir les courses de véhicules autonomes à Dubaï. En tout cas, c'est ce qu'on a vu à GITEX cette année. On a vu que c'était un sujet qui prenait de la place. Et quand on dit que c'est un sujet qui prend de la place aussi, il faut comprendre
un concept qui est celui que dans l'histoire des véhicules, ces dernières années, notamment d'un point de vue économique, on est face à une forme de nouvelle disruption. Au début, on avait l'ubérisation de la société où on voyait que ça venait disrupter un marché pour les chauffeurs de taxi. Et avec Waymo, il y a une nouvelle phase aussi qui se met en place. Cette fois-ci, il y a même une collaboration qui se met en place entre Uber et Waymo et qui tend à... En tout cas, on comprend que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui va se développer économiquement et socialement. On l'a vu avec les véhicules autonomes dans le divertissement, mais ça va être aussi le cas avec les prochains véhicules qui vont se développer. Il y avait Nvidia notamment qui en parlait au CES cette année, qui développe tout un écosystème de puces en fait, qui va rendre les véhicules beaucoup plus intelligents. On parle de différents systèmes qui vont du cerveau du véhicule, comme Drive-Orin ou Drive-Thor, à aussi jusqu'à des agents intelligents qui feront partie de l'écosystème et de l'expérience véhicule avec Drive Concierge par exemple. Ce qui est intéressant avec cette thématique, c'est quand on la met au regard de ce qui se passe avec l'IA générative, on voit en fait que les véhicules deviennent de plus en plus intelligents et que l'expérience de conduite est de plus en plus personnalisée, donc avec des agents qui pourront potentiellement nous répondre et interagir de manière plus fluide avec les utilisateurs des véhicules. Dans ce cadre-là, ce qui est structurant pour ce concept de la mobilité autonome, c'est deux sujets. Dans un premier temps, c'est la technologie véhicule-to-véhicule, donc simplement de l'information qui va circuler entre les différents véhicules connectés. Et dans un deuxième temps, le véhicule to everything, où là, c'est vraiment la dimension plus holistique des véhicules autonomes qui est prise en compte, c'est-à-dire comment on fait communiquer des véhicules autonomes avec le reste de la ville et de la société. Et pour rentrer un peu plus dans le détail des applications et des programmes qui sont développés dans le monde, donc on voit qu'il y a plein d'acteurs qu'on essaie de référencer avec le Hub Institute, que ce soit aux États-Unis, en Asie ou en Europe. On va le voir qui travaillent sur des verticales qui sont assez différentes en termes de stratégie de développement. Dans un premier temps, on voit qu'il y a beaucoup de robotaxis américains qui se développent, que je vous présente juste ici, et je vous renverrai par la suite aussi à ce rapport via notre site pour pouvoir télécharger un extrait aussi pour mieux comprendre les spécificités de chacun. Mais en tout cas, c'est un marché qui se développe. Cette année, on a des équipes qui sont allées à San Francisco aussi pour finalement aller voir de nous-mêmes comment on pouvait utiliser ces véhicules autonomes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une pratique qui est finalement pas si lointaine des commandes de Uber qu'on fait aujourd'hui ou de Hitch. La seule chose qui différencie le cas d'usage, c'est que y a personne qui conduit. Donc là, ça peut poser des questions sur la confiance utilisateur qu'on va avoir avec le véhicule. Mais en tout cas, quand on commande le véhicule, on le voit arriver. Il y a une petite LED au-dessus avec nos initiales qui permettent d'identifier très rapidement le véhicule. Ensuite, une fois qu'on arrive dedans, on peut utiliser les fonctionnalités du véhicule, donc musicales ou demander des renseignements, soit via une tablette, soit via la voix. Et au final, le trajet se passe de façon assez simple. Donc c'était un élément qu'on trouvait assez intéressant aussi d'aller explorer en direct comment on utilisait des véhicules autonomes. Et c'est aussi pour cette raison qu'on pense que c'est une technologie qui a de l'avenir. On le voit en tout cas en Chine où ils ont déjà développé beaucoup d'entreprises en lien avec cette thématique. C'est aussi un sujet sur lequel il y a des débats sur les emplois, la perte d'emploi et toute la transformation laborale qu'il y a au niveau des nouveaux postes qui pourraient se créer au sein de cette sphère de marché. On le verra par la suite. Et là où l'Europe a une position assez différente mais aussi intéressante, c'est que là où les États-Unis et la Chine, par exemple, vont avoir une approche beaucoup plus spécifique sur les transports autonomes personnels. En Europe, on tend plus vers du transport collectif intelligent. Il y a aussi des cas en France qui sont assez intéressants, on le verra par la suite. Mais en tout cas, il y a des projets de loi qui se développent et qui s'appliquent en ce moment même. On l'a vu sur les dernières éditions du CES, mais aussi à Vivatech et à GITEX. L'Europe et la France se positionnent sur les transports en commun autonomes. On le voit avec Renault, par exemple, qui était en collaboration avec Roland Garros ces derniers temps
et qui mettait en place des navettes autonomes pour les équipes, le staff et les athlètes de haut niveau. On le voit avec d'autres cas d'usage aussi où la RATP développe des solutions. Je pense que vous l'avez vu tout à l'heure avec Urban Loop aussi, qui était le projet développé pendant les JO 2024. Et ce qui est intéressant avec ce sujet, c'est que d'accord, il y a transport en commun, il y a transport personnel, mais il y a aussi toute la question de la supply chain aussi qui émerge et qui est structurante pour les entreprises. C'est-à-dire que, par exemple, demain, un fleet manager, par exemple pour la logistique, ne sera plus en contact direct avec des personnes peut-être, et sera en contact plus avec des interfaces, des applications qui permettront de gérer toute la chaîne logistique. Là aussi, il y a une question sur l'emploi et la transformation de ce marché qui est en cours, mais il y a toute une question aussi sur finalement la décarbonation et l'automatisation des flottes pour permettre de gérer les trajets de la meilleure des façons. On le voit, il y a plein de solutions qui se développent là aussi pour donner un peu plus de teneur aux propos, que ce soit Waymo, Too Simple, Embark Trucks ou Aura Innovation aussi, par exemple, qui a développé des partenariats avec Nvidia pour développer des véhicules autonomes. Et toute cette question de la logistique, elle pose aussi des questions à des endroits où on s'y attend pas forcément, c'est-à-dire si avant, de manière plus traditionnelle, on pouvait échanger des marchandises entre les véhicules, aujourd'hui, il y a aussi un phénomène émergent qui est celui du transfert de marchandises, mais de façon autonome aussi. On l'a vu avec le Technology Innovative Institute à Dubaï cette année également, où eux, en fait, ils proposent un service logistique avec des camions qui sont capables de transvaser des charges de façon autonome. Donc ça veut dire plus d'intervention humaine. Pareil, ça pose des questions à ce sujet-là. Mais en tout cas, quand on va encore plus loin, on se demande aussi, ça a été abordé avant dans l'après-midi aussi, ça pose des questions sur la personnalisation des services clients aussi. Et on le voit avec la livraison aussi, où des acteurs sont en capacité de proposer des services de livraison, que ce soit avec Waymo Uber, avec Valeo, Cainiao et Meituan Dianping en Chine aussi. Et en fait, cette personnalisation de l'expérience, elle est déjà présente. On se dit demain potentiellement pour faire mes courses, je pourrais me faire livrer par un petit robot autonome aussi. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Et quand on parle de livraison, on voit aussi qu'aux États-Unis, il y a des choses qui se mettent en place, notamment avec des géants comme Walmart ou Amazon, qui proposent déjà des concepts de livraison autonome. Là, pareil, il y a une question sur l'autonomie et sur la gestion du flux aérien. Donc je pense que les discussions avec la Direction générale de l'aviation civile en France sont pas encore tout à fait clarifiées. Mais en tout cas, c'est un phénomène qui se développe ailleurs dans le monde. On le voit aussi avec des acteurs comme DJI qui à la base propose des services de drones qui sont plutôt destinés aux drones de loisirs et au final qui se développent de plus en plus avec la logistique. Donc les acteurs du secteur du drone aussi essayent de faire leur niche et leur bonhomme de chemin sur ce secteur-là. Pour résumer, en bref, les approches stratégiques et commerciales qui existent dans le monde aujourd'hui, on est sur un secteur donc des véhicules autonomes pour les Américains qui est très développé. En Chine, qui l'est aussi, notamment sur les robotaxis, et qui tend encore à se développer parce que, comme je vous l'ai dit avant, c'est une zone de crash test. En fait, ils essayent vraiment de tester un maximum de solutions, quitte à perdre de l'argent, mais au moins ils testent. Et en Europe, on est beaucoup plus sur une stratégie qui est positionnée sur les véhicules autonomes, mais pour les transports collectifs. Et pour ce qui est de la commercialisation des robotaxis et des véhicules autonomes, on n'en est pas encore au même stade. Par contre, ce qui est intéressant et ce qu'on aime bien faire aussi avec le Hub Institute et l'équipe Insight, c'est montrer en fait ce qui est possible de faire et ce qui serait potentiellement possible demain avec le développement d'une telle technologie sur l'écosystème des communautés auxquelles on s'adresse, des communautés professionnelles, que ce soit sur, par exemple, la santé autonome, où là, on pourrait mettre à disposition des véhicules aux communautés et aux municipalités
pour faire en sorte que ces véhicules puissent accéder à des zones un peu plus reculées, que ce soit dans le service public aussi pour la distribution du courrier. En fait, il y a déjà des solutions qui se mettent en place. Je pense qu'il y a encore des questions opérationnelles à régler et que tout n'est pas encore réalisable, mais en tout cas, il y a des intentions qui sont mises en place, que ce soit sur la maintenance autonome, le retail, la sécurité, mais aussi sur les mobilités durables. C'est des sujets qui sont existants. Quand on parle de mobilité autonome, on est aussi un peu obligé de parler de Tesla, même si en termes d'image de marque et de positionnement politique de leur chef d'entreprise, il y a des débats en ce moment. En tout cas, ce qu'on trouve intéressant sur la proposition de valeur de l'entreprise, c'est de montrer qu'ils ont une vision holistique du sujet, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas uniquement à se positionner sur les robotaxis ou alors d'autres sujets, ils essayent vraiment d'englober tout le scope d'innovation possible au sein du secteur, quitte à aller jusqu'au domicile, au foyer et à la maison. Pour aborder de manière un peu plus précise ces sujets qui touchent la réglementation et ce qui est possible aujourd'hui ou pas, il y a aussi un sujet qu'on trouve intéressant, c'est de voir un peu l'impact que ça peut avoir auprès de la société, auprès des communes, mais aussi auprès des utilisateurs citadins. Et effectivement, quand bien même c'est une technologie qui est ultra innovante et disruptive, c'est aussi une technologie qui fait des erreurs. On le voit avec le fait que des véhicules puissent klaxonner toute la nuit et du coup au niveau du sommeil, je pense que ça fait pas bon ménage. Que ce soit aussi sur la sécurité, le fait qu'on ait des villes peut-être qui soient pas encore assez prêtes à développer ce genre d'écosystème et d'infrastructure. Et finalement, pour faire marcher ces véhicules dans un écosystème qui est le nôtre, on voit qu'il y a encore des freins. Et dans ce cadre-là, pour essayer d'être clair sur le niveau d'avancement réglementaire des différentes zones géographiques que sont l'Europe, les États-Unis et l'Asie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Europe, on est dans une démarche qui est beaucoup plus préventive, c'est-à-dire qu'on va déjà s'inspirer, regarder ce qui se passe ailleurs pour ensuite appliquer chez nous. Dans un deuxième temps, en ce qui concerne les États-Unis, on est sur une législation, une réglementation qui est assez stricte et qui va essayer de réguler au fur et à mesure des échecs. Par exemple, à San Francisco, pour l'entreprise Waymo, il me semble, l'année dernière, la ville a dû recenser entre 150 et 300 crashs de leurs véhicules autonomes taxis, ce qui n'est pas énorme comparé au nombre de trajets qu'ils effectuaient. Mais du coup, ce qu'ils ont fait, en gros, c'est tester dans un premier temps. Quand ils ont vu que ça partait un peu en cacahuète, ils ont régulé. Et par la suite, quand ils ont vu qu'ils pouvaient à nouveau refaire confiance aux véhicules parce qu'ils mettaient à disposition des conducteurs qui essayaient de regarder ce qui se passait, à ce moment-là, ils se sont dit « Ok, go, on peut y retourner, on est assez sécuritaire pour pouvoir proposer une technologie opérationnelle. » Et en ce qui concerne l'Asie, dans leur contexte à eux, c'est ce qu'on voyait juste avant sur le nombre d'entreprises qui se sont créées. Eux, pour le coup, ils sont vraiment dans une logique de test and learn où ils ne vont pas hésiter à cracher, mais par la suite, c'est pour mieux rebondir après, si je dois résumer et vulgariser un peu la chose. Et au tout début, on se parlait du sujet de l'IA dans les véhicules autonomes. Alors oui, c'est un sujet qui est ultra intéressant, mais là où ça peut être intéressant pour les écosystèmes, pour les villes et les communes, c'est aussi essayer de voir comment cette technologie-là, elle peut nous aider à penser la ville en incluant aussi le développement durable dedans, que ce soit dans la réduction des émissions de CO2, dans l'optimisation des bouchons aussi, et voir comment en fait l'IA permet d'optimiser tous les trajets et la vie des véhicules finalement dans la ville. On l'a vu à GITEX à Dubaï cette année, notamment ils ont un acteur de la tech et de l'IA qui est ultra développé chez eux qui s'appelle G42 et ils ont une vision qui est assez holistique de l'IA, c'est-à-dire ils essayent de définir un plan précis qui permet d'intégrer l'IA en fait dans tous les pans de la société, c'est-à-dire que ce soit dans des applications qui permettent d'améliorer la productivité au travail, mais aussi qui permettent de mieux gérer les énergies et l'eau notamment, par exemple. Donc avec le sujet de l'IA, il y a quand même
un gros pilier à développer sur cette question énergétique. On le voit à Agitex aussi, notamment avec le développement de Google Greenlight, qui permet d'optimiser justement les arrêts, les intersections des véhicules au sein de la ville et qui finalement touche la société en ce sens, en ce qui concerne les véhicules autonomes et tout l'écosystème logiciel IA qui va autour. Et dans ce contexte-là, finalement, on a essayé de définir une feuille de route pour la mobilité autonome, une feuille de route qui est aussi que vous pouvez aller consulter dans le rapport qu'on a travaillé. Et je vais en profiter pour poser une petite question à main levée dans la salle, savoir si est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui on va pouvoir voler avec des voitures demain? Est-ce que vous pensez qu'à notre ère, on pourra assister au fait qu'on pourra se déplacer avec des véhicules volants ou pas? Ceux qui pensent oui, je pense que vous pouvez lever la main. Ceux qui pensent que non, on peut baisser la main, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai pas vu tout le monde, désolé. Ok, pas beaucoup de personnes. Mais en tout cas, ce qu'on a vu et ce qui nous intéresse au Web Institute, c'est de voir un peu comment les technologies vont évoluer et comment finalement on peut se projeter dans un futur. Je pense que les personnes qui ont imaginé les véhicules autonomes avaient des grandes idées. On pense aussi que ceux qui pensent à la mobilité aérienne du futur ont des grandes idées aussi. On le voit sur les grands salons d'innovation que c'est une technologie qui est assez présente. Et je voulais juste vous présenter Aleph, qui est en fait une technologie qui a été développée il y a déjà 1 an et qui est en fait une voiture volante. Donc aujourd'hui, je pense qu'en termes de réglementation et de législation, on n'y est pas, c'est pas la fin des bouchons. Mais par contre, si vous voulez vous la procurer, voilà, elle s'achète à hauteur de 300 000 €. Bon, moi je ne mettrais pas 300 000 € dans un véhicule comme ça, d'autant plus si on ne peut pas l'utiliser. Mais en tout cas, voilà, c'était une présentation pour essayer de vous montrer un peu tout l'écosystème technologique qui se développe en ce moment au sein de la société. Et j'espère que je vous aurai appris quelque chose sur l'évolution des véhicules autonomes. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.